Eh ben, ça montre à quel point la police du coin est considérée quand on n'envisage même pas de faire appel à eux pour ce genre de situation. On commence avec Pikachu qui fait un rêve où donc c'est au Fine Park où il était en train de combattre Kiss et son Rapion et lorsqu'il l'a combattu à un moment donné on voyait l'ombre, la silhouette de Mewtwo dans son œil, ça veut dire qu'il l'a rencontré avant. Chose qu'on savait, mais c'est bien de montrer que ça commence à lui revenir un petit peu par bribes, et ça reviendra totalement à la fin de l'épisode, enfin un peu de choses près. Et donc après ce rêve, après le réveil de nos héros, on décide de se rendre à l'agence Baker. Oui, alors l'associé de Harry, le père de Tim, il s'appelle Baker. Ce serait bien de m'en rappeler depuis le temps, puisqu'il a depuis le chapitre 20. On va un peu vérifier ce qu'il y avait dans le médaillon. Et ce qu'avait remarqué Pikachu dans à la fin du chapitre précédent, c'est que il y avait une fonction appareil photo dans ce médaillon. On les a fait développer et on a des images d'entrepôts qui semblent correspondre au port de Rhyme. Voilà, le Baker, l'associé, il reconnaît le port de Rhyme. Et honnêtement, après ce qui se passe dans ce chapitre, j'en viens à me dire que ouais, mes soupçons sur lui, ils vont pas aller très loin. Ça a l'air d'être un petit peu contredit puisque il collabore à fond avec nous pour trouver la trace de l'endroit. Il nous confie même son Pokémon qui s'appelle Limaspeed. Voilà, Limaspeed, un Pokémon Limace apparemment, je sais pas trop. Enfin bon, c'est... Et son Pokémon nous accompagne, c'est une espèce de Pokémon ninja qui apparaît comme ça, super vitesse. Il saute en l'air, il disparaît, et pour atterrir plus loin, plus près de l'endroit où on se trouve en fait. C'est une espèce de ninja... de ninja vantard. Et je parle pas du design là, je parle du comportement quoi. Alors bon, je sais pas exactement comment ça se fait, je suis sûr qu'il y a certaines explications à comment elle peut faire ça, mais bon, voilà, il va nous accompagner, il va nous être utile, et oui, ça démontre un petit peu que Baker n'était pas vraiment c'est pas vraiment un méchant comme je le soupçonnais un tant soit peu, quoi, il est à fond de notre côté. Bref, on va enquêter au port où il y a donc plusieurs types qui chargent des caisses, etc. Et on va devoir un petit peu savoir à quel entrepôt s'est rendu notre gars, hein, notre méchant Kiss, qui a rencontré un type qui est donc un mec un peu baraqué, plomb, qu'on verra un peu plus tard. Et on recueillera des témoignages auprès des différents mecs qui travaillent au port et des macogneurs, parce que voilà, ils sont assistés par des macogneurs et des match choppers. Et donc on va un petit peu interroger tout ce bon monde. Pas grand chose à dire, c'est basique, mais ça fait bien le taf. Ça fait bien le taf. On a des indices, on les recoupe un petit peu pour savoir dans quel entrepôt se rendre. Sachant qu'il y a 3 entrepôts dans l'absolu, hein. T'enquêtes sur 3 entrepôts, waouh, c'est pas gravissime si tu te plantes un petit peu au début et que tu les vois un par un. Mais bon... On a confirmation par rapport à ça avec quelques petits témoignages sympathiques. Un truc qui m'a un petit peu marqué là-dedans, c'est le fait qu'il y a Macogneur qui reconnaît donc le mec qui était avec Kiss. Par sa musculature. Ah oui, cet humain, je le reconnais à sa grosse musculature. Et ça me fait revenir sur cette espèce de spécisme entre guillemets, hein, que j'ai un petit peu décelé chez les Pokémon avant, comme quoi pour eux tous les humains se ressemblent. Dans le chapitre 6, juste avant, il y avait ce genre de commentaires aussi. Pour eux tous les humains se ressemblent. Il y en a un qui a dit ouais, j'ai vu 2 humains sortir, mais j'ai rien eu de spécifique parce que pour moi ils se ressemblent tous. Alors que j'ai toujours trouvé ça stupide quoi. Mais je sais pas, peut-être qu'ils font pas gaffe, mais ça vient confirmer que en fait c'est juste des Pokémon particuliers qui en ont rien à foutre des êtres humains physiquement parlant. Alors que là on a un Macogneur qui reconnaît un humain qui se démarque par sa musculature. Voilà. Donc, les autres Pokémon étaient des sales cons qui faisaient gaffe à rien du tout. C'est ça en gros. Parce que je suis désolé, mais je veux bien comprendre que il y a certains traits très communs qu'on puisse voir chez les humains qui fassent qu'on fasse pas gaffe à certains détails entre eux, qu'on les différencie pas de façon simple, mais il y a des trucs quand même qui se remarquent. La chevelure,
cheveux longs, etc., femme, homme, couleur de peau, parce que oui, dans le chapitre 3, il y avait quand même la personne pour laquelle a travaillé... j'ai oublié, Ectoplasma, et ben c'était un noir, c'était le seul noir du groupe, et c'est même pas un trait qu'il a remarqué, quoi. C'est ce genre de truc. Maintenant qu'on met en avant un Pokémon qui fait gaffe à les différenciations dans la corpulence humaine, tu te dis... Voilà, ils étaient vraiment pas très sympas les autres Pokémon d'avant, hein, vraiment, ils font vraiment pas gaffe. Pour des Pokémon qui sont censés être un peu en harmonie avec la société humaine, voilà, j'ai histoire de dire, détail. Mais voilà, c'est l'autre truc qui vient me conforter dans le fait que les Pokémon sont un peu des trous ducs à ce niveau-là. En règle générale. Bref. On finit par trouver donc l'endroit où se trouve l'entrepôt en question, où s'était rendu Kiss et où il y a sans doute encore des restes de leur trafic du virus R, et il y a clairement des restes, hein, puisque on va s'y infiltrer, et il va y avoir toute une séquence de QTE par rapport à ça, et après un peu d'escalade et de bond sur les caisses pour pas se faire voir, on entre dans au deuxième étage de l'entrepôt où se passent les choses, et il n'y a personne au deuxième étage, tout le monde travaille, enfin au rez-de-chaussée, donc c'est le premier étage, pardon, il y a tout le monde qui travaille au rez-de-chaussée, et nous au premier étage, on peut observer tout ce qui se passe sans que personne ne nous aperçoive, puisque personne ne se trouve au second étage durant toute la durée. Ouais, ça va être un truc un peu facile, logique de jeu vidéo une fois de plus, où à chaque fois on va se trouver à des endroits où personne se trouve, de façon à ce qu'on puisse bien s'infiltrer. C'est le petit détail. Enfin bon, en se trouvant au deuxième étage, on va observer un petit peu les travailleurs et leur chef, donc le mec qui bossait avec Kiss avant, qui sont en train donc de préparer de la nourriture particulière, mais c'est une couverture parce que secrètement ils préparent du R. Voilà, on suivra quelques conversations de loin. Je sais pas comment, parce qu'on a une super Wii. J'en sais trop rien, quoi. Il y a deux mecs qui sont en train de discuter, voilà, de ce qui se passe, et il y a leur chef qui a genre 3 mètres 2. Il fait pas gaffe, parce que je suis sûr qu'il parle pas super fort, il parle à un débit un tout petit peu basique, pas recherché. Mais nous, de notre hauteur et de notre distance beaucoup plus grande que celle du chef, eh ben, on les entend sans problème. Parce qu'on a une super Wii, parce qu'on fait plus gaffe, sans doute. Bon, c'est à nouveau du détail, trop fois rien, hein, nous sommes d'accord. C'est pas pour dire que c'est horrible, ça change tout le jeu. Oh. Donc, on a plusieurs conversations, on fait un petit peu le plan du coin, ce qui n'amène pas grand chose honnêtement. La seule chose intéressante à noter, c'est qu'il y a une porte à un endroit précis, qui mène à là où se trouve un docteur, enfin un professeur docteur qui se charge de travailler sur le virus R. Et oui, on apprendra un peu plus tard, grâce à son Pokémon qui déambule dans le coin, le seul à se rendre au premier étage de l'entrepôt, qui s'appelle Feuillajou, voilà, qui donc racontera un petit peu ce qui se passe, que c'était un ancien assistant du professeur Walsh, histoire de rappeler un petit peu que le professeur Walsh existe, histoire que, et donc ouais, il est gentil avec lui, et il est un petit peu forcé de faire ce qu'il fait. Et donc on va devoir se rendre un petit peu en loose day dans dans le laboratoire où il bosse, seulement il y a pas mal de gens, et il faut mettre en place un plan pour arriver à les distraire, etc. Et le plan en question est un peu gamin, je trouve. Il y a Feuillajou qui viendra leur parler et qui attirera apparemment tous les ouvriers du coin. Ils étaient genre 5-6, tout le monde viendra le voir. Oh, il est mignon, ce la Feuillajou, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à retenir ce nom, je sais pas pourquoi. Et c'est... Je viendrai le voir ça. Il y a plus que le chef à distraire. Et pour distraire le chef, on utilisera donc Limaspeed pour activer un bouton afin de changer les turbines, un petit peu le sens des turbines, et donc ça attirera l'attention du chef pendant je sais pas combien de temps.
Ce qui nous laissera assez le temps pour nous faufiler derrière tout le monde, et grâce à un Pokémon araignée qu'on a vu dans le coin qui s'appelle Mimigal. J'en parle un tout petit peu de Mimigal en bien, rassurez-vous. Et grâce à son fil, on arrivera à se faufiler discrètement derrière. Et genre... On se retrouve derrière, on peut prendre tout le temps qu'on veut, même après avoir parlé au professeur, là, c'est... Personne nous regarde, tout le monde a les yeux rivés sur autre chose, sur le tapis de l'usine dont on a fait changer le sens, la direction, et je trouve ça dingue, c'est pas crédible du tout. Enfin bon, une fois de plus, logique de jeu vidéo, hein. Je compte pas le nombre de point and click en tout genre, où genre on distrait une personne et ça peut durer des plombes selon ce qu'on fait après, quoi. On peut faire 50 000 trucs, entre-temps, la personne est toujours distraite par tel truc qui devrait la distraire, genre, pendant 20 secondes, quoi. Mais le pire par rapport à ça, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que au moment où on entre dans le laboratoire, il y a Feuillajou qui nous suit. Feuillajou qui dit, voilà, je vous ai aidé, maintenant je vais parler à mon maître avec vous, seulement, voilà, si Feuillajou vient avec nous pour parler à son maître, qui distrait les ouvriers maintenant? Vous pouvez pas me faire croire que tout le monde est rivé par cette espèce de changement de direction de tapis roulant qui peut se défaire facilement en appuyant sur un bouton. Merde, je rappelle, je trouve, c'est un petit peu moyen comme mise en scène. C'est un peu moyen comme mise en scène, ça. Enfin bon, on entre dans le laboratoire avec Feuillajou qui nous présente son maître Simon Yen, si je m'abuse, donc ancien assistant du professeur Walsh, qui montre bien qu'il a été un peu forcé de travailler sur des cellules de Mewtwo, et qu'il a eu, je sais pas trop comment, c'est pas précisé, mais peut-être que ce sera précisé ensuite, pour créer ce fameux virus R, et je sais pas exactement pourquoi en fait. Depuis le début qu'on présente ça, je me pose la question, à quoi ça sert? À nouveau, c'est peut-être pour ça que je maintiens mon soupçon envers le producteur de la chaîne GNN. Peut-être que c'est lui qui crée ça pour créer des sujets sur lesquels il va pouvoir faire des scoops en envoyant ses deux caméramans, enfin sa caméraman et son... Emilia, je sais pas. Mais même là, c'est contredit à la fin, en fait. Donc, ouais, je sais pas trop, je comprends pas très bien leurs intentions tout de suite. Il reste 2 chapitres après ça, donc sans doute on aura une explication, j'en suis sûr. Donc... Ouais, donc on discute avec lui, on montre une petite conversation avec le chef d'usine là qui vient le voir en lui disant c'est votre dernier travail, après nous vous relâcherons, j'y crois trop. Mais ouais, dans l'absolu, non, à relâcher pour eux, ça veut dire le buter, hein, s'il leur sert plus à rien, parce que ce serait un témoin gênant. Et donc, alors qu'on assiste un petit peu à ça caché, on a certaines infos en plus, micro-infos, mais des choses qu'on savait déjà, quoi. Hein, pas rien de transcendant. Et il nous donne une clé, le mec, pour aller à une espèce de petits labos en haut, au premier étage, où se trouvent des documents qui expliquent plus en détail ce qu'on veut faire du virus R, comment ça fonctionne. Donc, on doit se barrer, et quand on sort du labo, et ben... pareil, tout le monde a les yeux rivés sur autre chose que nous qui sommes au bord de la pièce, quoi. Alors que il devrait bien y avoir quelqu'un pour nous remarquer. Mais non. On peut se barrer en montant grâce au fil de Mimigal. Et donc, j'en parle rapidement, Mimigal. C'est le genre de truc que j'aime bien voir autour des araignées, parce que voilà, les araignées c'est considéré comme quelque chose de moche, de dégueulasse, même d'effrayant pour certains. Moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait une certaine grâce chez les araignées, vraiment, hein. S'il y a bien des insectes, c'est pas des insectes, hein, mais des insectoïdes, dirait-on, que j'ai toujours trouvé gracieux et assez classe. Pour moi, c'est des araignées. J'ai eu l'occasion d'en voir une de près tisser sa toile. Je trouve ça magnifique à regarder. Et ça fait plaisir de voir de temps en temps des films animés, parce qu'en règle générale,
Et les films non animés, ça se fait pas trop. Dépeindre ça comme des créatures qui peuvent être un peu mignonnes, un peu câlins. Et donc ça fait plaisir de voir ça. C'est pas un design sensationnel, mais ça fait plaisir de voir ça chez quelque chose qui est censé représenter une araignée. Voilà, c'est un détail, j'ai apprécié ce détail-là. Donc, on doit se rendre au labo au premier étage, et avant de s'y rendre, il y a une espèce de puzzle pouce-caisse pour y entrer. Alors, question par rapport à ça, pourquoi c'est là ce truc? Ça sert à quoi? Je pose la question, ça sert à quoi? Il y a un mec qui s'est dit, tiens merde, je vais foutre mes caisses n'importe comment, de toute façon personne vient dans cette pièce. Et puis, c'est un truc que je trouve un petit peu marrant parce qu'on doit se faire chier à faire donc un espèce de puzzle pouce-caisse de façon à faire en sorte qu'on puisse passer. Voilà, et donc il faut bien pousser les caisses comme il faut, etc. C'est typique, ça existe depuis la nuit des temps, ces puzzles-là, c'est basique de chez basique. Et il y a, alors qu'il y a un passage, mais super évident, via une rambarde. À un moment donné, si on regarde bien un peu plus loin en haut, il suffirait de passer un petit peu la rambarde en faisant un chouïa gaffe et on s'évite ça. On s'évite de pousser des caisses qui ont l'air assez lourdes pour créer un chemin. Et puis merde, on n'a qu'à grimper sur les caisses aussi dans l'absolu. C'est pas comme si c'était super haut non plus. Mais bon. Hein, et ne parlez pas du bruit. Je suis sûr que ça fait pas mal de bruit de pousser une caisse aussi lourde. Hein. Donc... C'est n'importe quoi, c'est un puzzle histoire de créer un puzzle. Bravo. Voilà, donc on a un puzzle pouce-caisse obligatoire, semble-t-il. Et maintenant que c'est fait, on peut aller, donc, c'est pas au labo, à une espèce d'endroit d'archive où il y a différents documents qui renseignent sur le virus R. Et une fois de plus, on n'a rien de très nouveau à proprement parler. Ça nous explique juste un tout petit peu plus le fonctionnement, comme quoi ben, ça peut se transmettre soit dans l'air, soit par liquide si on met ça dans la nourriture ou quelque chose comme ça. Et honnêtement, j'ai vu aucune différence. Hein. Mais genre, aucune différence dans le comportement. Ça durait toujours un temps assez court de quelques minutes. Après, ils étaient épuisés et ils pouvaient plus trop rien faire. Enfin, bon, ils avaient besoin de se reposer un petit peu. Ils se souvenaient plus de ce qui se passait. À chaque fois, c'était pareil. Les effets sont les mêmes. La durée des effets, je vois pas de grande différence. À chaque fois où ça a été montré, je vois pas ce que ça change, la gestion liquide ou gazeuse. Mais ouais, on essaye d'insister un peu sur le fait que c'est censé être plus puissant quand c'est liquide. Alors que la seule fois où c'était liquide, c'était avec le Décéliante, j'arrive à me souvenir de ce nom, c'est dingue. Le Décéliante dans le chapitre 3. Et ça durait pas plus longtemps que les autres fois. Ouais, c'est histoire de dire, quoi, il y a plusieurs moyens d'injecter ça, mais je comprends pas pourquoi vous faites chier à dire, ah, c'est plus efficace d'une façon ou d'une autre, voilà. Toutes les façons marchent aussi bien l'une que l'autre. Enfin bon, on découvre aussi, surtout, que il y a quelque chose de prévu par rapport au virus R, c'est de l'exporter ailleurs, c'est-à-dire de le produire en masse et de le faire voyager dans différents pays, différents coins, de façon à ce que ce soit diffusé partout à travers le monde. Et bon, donc c'est là que je me dis que ouais, c'est sans doute pas en fait le producteur de GNN, parce que ouais, il pourrait pas avoir de quoi couvrir tout le monde entier, quoi. Si ça correspondait à l'endroit où sa zone de tournage, je me serais dit ok, mais c'est même pas ça. Donc apparemment, ouais, ça semble confirmer que Kiss est le cerveau en fin de compte. Et donc il n'y aura pas de surprise par rapport à ça. Mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui sera un méchant surprise. J'aurais un peu espéré ça, c'est le genre de choses qui me plaît dans ces jeux-là, comme quoi il y a pas mal de gens que tu connais depuis un certain temps, tu les as suivis, etc. Et tout d'un coup tu découvres que l'une de ces personnes que tu as appris à connaître au fur et à mesure des chapitres, c'est un méchant. Il y a quelque chose de fort là-dedans, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, quoi. C'est Kiss, le mec qui a eu l'occasion de se montrer un tout petit peu comme assistant réalisateur pendant un petit chapitre. Et voilà, c'est lui le cerveau de l'affaire, etc. Un peu décevant, vous auriez pu faire mieux, je trouve. Mais bon, c'est
C'est pas gravissime. Suite à ça, en trifouillant des fioles, Pikachu a un autre éclair de flashback par rapport à ce qui s'est passé. Et donc remontre un petit peu sa rencontre avec Mewtwo de façon un petit peu plus détaillée. Enfin, c'est lui qui va nous détailler ça, quoi. On voit juste une autre image flashback et il va raconter un peu plus en détail ce dont il se souvient à Tim. Et donc, ce dont il se souvient, c'est qu'il a fait une promesse à Mewtwo, comme ça a été dit. Et la promesse en question, c'est de tout faire pour que le virus R ne soit pas diffusé et qu'on arrête les coupables pour avoir créé ce virus. Et j'ai une question qui me vient en tête, genre tout de suite. Pourquoi tu t'en charges pas toi-même, Mewtwo? Qu'est-ce qui t'empêche de venir toi-même les arrêter d'une quelconque façon, détruire les stocks, ce genre de truc? Tu te dis pas, ouais, ce serait pas mal de faire ça? Non. Ou alors, t'es assez omniscient pour savoir qu'on utilise tes cellules contre toi, mais sans savoir d'où ça provient. C'est un peu bizarre, quoi. Même sans prendre en compte le fait que dans pas mal d'œuvres, Mewtwo a des pouvoirs ultra cheatés, c'est quand même un Pokémon assez légendaire, hein, assez fortiche. Il devrait un petit peu s'occuper de ça, mais il est dans son coin et il nous laisse nous charger de ça pour une raison qui m'échappe. Pourquoi il participe pas un peu plus activement lui-même à ça? Je sais pas. Peut-être qu'on aura une explication à ça aussi, hein, vous savez. Mais bon, le truc que je trouve un peu dingue par rapport à ça, c'est que, bon, il se souvient pas de façon super précise du discours qu'il a fait, mais lui a donc promis d'enquêter sur ce virus R et d'empêcher sa diffusion. Et en échange, pour que Mewtwo sauve Harry. Voilà, il y a cette promesse qu'il a faite, sauve Harry et je ferai ça pour toi. Et je me dis, ok. Ça se termine avec nos deux héros qui décident de pas se barrer tout de suite, parce que, ouais, c'est pas vraiment le repère de nos méchants, hein, malgré le fait que, ouais, c'est là que le virus R est créé par le mec, l'ancien assistant du professeur Waltz. Simon, voilà, hein, j'essaie de me souvenir de son nom quand même. Il y a un repère précis des méchants et Simon se dit, tiens, j'ai un plan pour vous. Il y a cette caisse qui s'apprête à être livrée au repère. En dépit du fait, oui, j'en ai pas parlé parce que merde, c'est un détail un peu important quand même. On s'est fait repérer par le chef après avoir trouvé les documents sur le virus R. On se fait repérer par le chef qui essaye de se frotter à nous et qui a un nouveau moment QTE où on arrive à le battre de façon un peu enfantine, puérile, mais voilà, on sent quand même que ça essaye pas d'être ultra méga mature non plus. Et après ça, quoi, après cette barrée de lui, semble-t-il, plus personne fait gaffe. Je sais pas, genre ils ont dû se dire qu'on s'est barré et qu'on n'est plus dans l'entrepôt, je sais pas. Je dis ça comme ça, mais ça fait un peu bizarre. Et donc, ouais, on part du principe qu'on fera pas gaffe à nous. On se met dans une caisse de livraison qui est totalement vide au passage. Où il a mis son contenu, je n'en sais rien, le mec Simon, mais il a mis son contenu ailleurs. Et donc, on va être livré au repère des méchants. Dans une caisse qui est censée livrer je sais pas trop quoi. Et ouais, on y va, direct, paf. Alors que, je vais dire un truc par rapport à ça, et c'est ce qui fait que j'ai du mal avec l'ambiance, la façon dont nos héros sont mis en avant par rapport à ça. On se dit quasiment à aucun moment qu'il faut prévenir les flics dans ce chapitre, alors que on découvre assez vite que c'est très certainement à cet endroit que se crée de façon clandestine le virus R. On découvre à un moment donné que le mec, l'assistant Simon, est retenu contre sa volonté. Et malgré tout ça, on se dit, tiens, on va pas prévenir la police tout de suite. C'est juste à la toute fin, au moment où de partir vers le repère en se cachant dans cette caisse, qu'on se dit, ce serait pas mal de prévenir d'autres gens quand même. C'est le petit éclair de lucidité, d'intelligence que j'ai trouvé sympathique, c'est-à-dire, ouais, ok, on va quand même pas y aller tout seul sans prévenir personne. Donc, y a Tim qui donne un mot à Lima Speed pour qu'il aille prévenir son patron Baker.
Voilà, alors, question mais ultra rapide, est-ce que peut-être il y aurait une vague micro-chance pour que Baker soit de mèche avec les méchants, mais sans que Limaspeed ne le sache, alors que c'est censé être son Pokémon? C'est pas cette histoire de créer du drame comme quoi on croit qu'on a prévenu les autorités, mais en fait non, puisque la personne qu'on a fait prévenir, ce ne sont pas les autorités, il y a les mèches avec les méchants. Ce serait un retournement intéressant peut-être, nous verrons bien, mais je pense pas, ça m'étonnerait quand même un petit peu. Je pense qu'il est surtout dépeint comme un gentil en fin de compte, celui-là, malgré les soupçons que j'avais eu avant. Et ouais, ça se termine là quoi. On s'apprête à être transporté dans le repère des méchants et on ne sait pas ce qui nous attend, etc. Ça apporte quelques réponses satisfaisantes, moyennement satisfaisantes. Il y a quelques moments de déduction que j'ai trouvé sympathiques. Au début, au port, les moments de déduction étaient sympas. La phase d'infiltration était très correcte, elle se jouait bien. Il y a quelques grossièretés dont j'ai déjà parlé, mais c'est globalement sympathique. Après, la façon dont le scénario évolue et la façon dont nos héros ont cette tendance à tout faire eux-mêmes et à prévenir les autres à la dernière minute, commence à être un petit peu gavante, je vous le cache pas. Hein. Vraiment. Hein. Et c'est un peu dommage parce que on force vraiment l'histoire de façon à ce que nos héros soient ceux qui chargent d'à peu près tout. Alors que dans la réalité des choses, ça devrait pas être le cas. Dans la réalité des choses, ça devrait être super simple pour la police de régler ce genre de choses. Je vous jure, quoi, après avoir repéré l'endroit, on aurait pu facilement prévenir les autorités. Ils auraient fait un raid là-dedans, capturer tout le monde, interroger les gens, et je suis sûr qu'ils auraient pu trouver la trace de l'endroit où se cache le repère des grands méchants qui sont à l'origine du virus R. Mais on le fait pas parce que il faut que ce soit nos deux héros qui sont au centre. Et ça aide pas. Ça aide pas à être aussi grandement pris dans l'intrigue qu'on veut créer. Parce qu'on a affaire à deux protagonistes qui veulent jouer les héros de leur côté et qui pensent à la toute fin à prévenir les autres, quoi. Et c'est un peu puéril pour moi. Et c'est pas montré comme étant puéril, c'est ça le problème. Si encore on jouait là-dessus en montrant qu'on a affaire à deux personnages un peu puérils qui veulent tout faire d'eux-mêmes parce qu'ils ont une espèce de fierté ou quoi que ce soit, c'est pas le cas quoi ici. Ils sont montrés comme des gens plutôt posés et pourtant malgré ça ils font la chose un peu puérile, téméraire, un peu idiote de se charger de tout ça eux-mêmes. C'est la chose qui me gêne le plus. Après, les nouveaux trucs qu'on a appris, c'est un petit peu déstabilisant, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui a été montré avant, par rapport à une certaine logique que je m'en fais, mais on est bien d'accord que faut voir par rapport aux explications qu'on aura par la suite. C'est-à-dire le rôle de Mewtwo, pourquoi nos méchants veulent créer ce virus R et l'exporter, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Sur le coup, je saisis pas trop la logique de la chose, mais c'est pas impossible qu'on aura une explication tout à fait satisfaisante par rapport à ça. C'est tout ce que j'espère. Enfin bref, je me suis un peu trop appesanti là-dessus pour pas grand-chose parce que c'était pas un chapitre super long quand même. Et on verra ce que ça donne lorsqu'on sera au repère lors du chapitre suivant. À bientôt pour le chapitre 7. Au revoir.